Madame, Monsieur, bonjour. Emmanuel Macron consulte actuellement afin d'engager une réforme de la loi de 1905 sur la laïcité. Un projet destiné à restructurer l'islam de France et à encadrer son financement. Qu'en pense Tarek Obrou, le grand imam de Bordeaux? Comment voit-il la place de l'islam dans la région? Tarek Obrou est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Tarek Obrou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Vous êtes le grand imam de Bordeaux, je viens de le dire. On va essayer de parler de l'islam de manière très claire, simple et pédagogique aujourd'hui afin de comprendre quel est tout d'abord votre rôle en tant que grand imam de Bordeaux. Je remplis entre autres une fonction religieuse comme pasteur qui s'occupe de l'aspect liturgique, la formation des cadres religieux, l'enseignement de la religion, diriger le sermon du vendredi, entre autres actions et pratiques cultuelles. Donc j'occupe une fonction religieuse qu'on qualifie d'imam, tout simplement, qui est une fonction générique, parce que l'imam, il peut s'occuper de beaucoup de choses, en tant qu'enseignant, en tant que guide, en tant que prédicateur, en tant qu'aumônier également. Et donc c'est une fonction très chargée de beaucoup de tâches. Alors on voit très bien la prière, la grande prière du vendredi, mais quel est votre emploi du temps sur une semaine entre la grande prière, mais également, j'imagine, des visites de terrain, des conférences et au-delà de Bordeaux et au-delà de l'Aquitaine? Oui, il y a beaucoup d'activités de toute nature, les conférences, l'enseignement, les cours, l'encadrement également des religieux, et puis mes voyages fréquents sur le territoire français. Donc je rencontre beaucoup d'autres imams. Donc je suis ce qui se passe dans d'autres terrains que celui de Bordeaux. J'ai des rencontres avec les politiques, les intellectuels, les universitaires, les jeunes, les moins jeunes. Donc je suis au cœur de la société d'une certaine manière. Donc je me nourris de la réalité qui est complexe. Donc je touche presque et je rencontre presque tous les profils qui correspondent à la diversité de notre société française. Est-ce que votre mission aujourd'hui, vous êtes imam depuis plusieurs décennies, est-ce que votre mission aujourd'hui est plus compliquée qu'il y a 15, 20, 30 ans? C'est à l'image de notre société qui devient de plus en plus complexe, imprévisible, incertaine. La communauté musulmane est à l'image de la communauté nationale française. Beaucoup de provisoires, beaucoup d'inattendus, beaucoup de fragilité, beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de violence aussi. La violence symbolique et physique également. Donc nous sommes traversés en tant que communauté musulmane dans une communauté nationale de beaucoup de violences symboliques, économiques et même physiques. Donc voilà, nous sommes d'une certaine manière un marqueur sociologique d'une crise que traverse notre société. Vous avez fait des études en fait scientifiques pour travailler dans l'industrie pharmaceutique. Vous n'avez pas eu le temps d'exercer puisque vous avez choisi de devenir imam. Qu'est-ce qui a été votre vocation? Qu'est-ce qui vous a attiré en fait? Quelle a été votre voie? Moi, j'ai eu cette vocation depuis l'âge de 19 ans où j'ai eu une forme d'expérience mystique. Je n'étais pas élevé dans une famille très religieuse, donc j'étais dans une famille très sécularisée. Donc j'ai découvert la foi comme ça subitement. Et donc j'ai eu immédiatement la vocation de servir Dieu à travers le partage de ma foi en tant que croyant engagé. Donc je reste quand même un théologien engagé dans le monde. Alors il y a quelques temps, Jean-François Géat est allé vous rencontrer sur le terrain pour voir quel était justement ce quotidien. Il est allé également rencontrer vos fidèles, c'était à la mosquée de Bordeaux. On regarde ce reportage. Trop de pratique, tu la pratiques. Gare aux fanatiques, a dit le prophète. C'est une voix qui porte bien au-delà de la grande mosquée de Bordeaux. Tarek Obrou prêche un islam en accord avec son temps, compatible avec une France laïque et une mentalité occidentale. Le martyr, c'est celui qui subit une mort imposée par la guerre qu'il n'a pas choisie. Kamikaze, lui, il cherche la mort pour abréger sa vie. Un discours qui lui vaut le surnom d'imam de la République, apprécié par les centaines de fidèles présents chaque vendredi. C'est vraiment une religion qui doit être interprétée aussi bien dans le temps et son contexte. Et il y a beaucoup d'imams qui ne prennent pas ça en considération. Je pense que l'imam Tarek Obrou est quelqu'un qui met justement le doigt sur ce principe. L'avantage de ce prêche, l'avantage de cet imam, c'est justement de rassembler tous les citoyens. Que les citoyens soient croyants ou non croyants, on est là pour se réunir
et avancer. Né au Maroc, dans une famille peu portée sur la religion, l'imam de Bordeaux a découvert le Coran à 20 ans, aux côtés des frères musulmans. Un islam radical, fondamental, avant de s'émanciper. Tarek Oubrou se définit volontiers comme un autodidacte, à l'esprit oblique et indiscipliné. Ses parents, enseignants, lui ont transmis le goût des livres, ses études en biologie, la passion des sciences et la soif de savoir. On voit bien qu'il y a une large interprétation possible de l'islam. Si vous deviez vous définir l'islam, votre islam, quels seraient les mots utilisés ? C'est la quête de l'équilibre et la sérénité et la réconciliation avec soi-même. Le propre d'une religion, c'est de réconcilier l'être humain avec ce qu'il est. La tension et la violence commencent lorsqu'il y a une fissure intérieure. Donc le propre de la transcendance, c'est de réconcilier l'être humain avec le ciel et la terre. L'islam, c'est la religion de la paix. D'ailleurs, islam tire son étymologie du mot salam, qui est la paix. Donc le propre d'une religion digne de ce nom, c'est d'assurer cette paix intérieure, cette paix sociale, cette paix politique également, parce que les religions sont dans le monde, dans le siècle, comme on dit, et donc ils doivent être au service de l'être humain, et pas contre l'être humain. Et donc on est musulman et on le devient. C'est une quête en permanence vers la perfection. L'homme étant un être perfectible, il doit aller dans ce sens-là. L'islam, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Vous avez l'impression qu'on est très éloigné de cet objectif à l'heure actuelle ? Oui, il n'y a pas de souci de réparation, de rectification, de perfectibilité. Il y a beaucoup de croyants qui s'installent dans une foi presque paresseuse, inerte et parfois violente, et qui n'ont pas le souci du doute. Il n'y a pas le doute qui permet justement de nourrir la foi et de nourrir les convictions. Je pense qu'il nous manque aujourd'hui, c'est comment nourrir notre foi par un doute pédagogique qui permet aux musulmans de relativiser ses convictions pour permettre une vie avec l'autre dans sa différence. Vous êtes imam, on l'a dit, vous êtes aussi un homme marié, vous avez 4 enfants. Lors de la grande prière du vendredi, quels sont les messages que vous faites passer, particulièrement ces derniers temps ? Généralement, mon discours, il concerne le musulman et le non-musulman en même temps, parce que je suis dans une théologie de l'altérité, on ne peut pas penser une religion avec soi-même. Une religion, ça se pense avec l'autre qui est différent. Donc, chaque sujet que je traite, je mets entre mes yeux le non-musulman, parce que la visibilité de l'islam concerne le non-musulman désormais. Il y avait un moment où les religions parlaient avec elles-mêmes. Il y avait des clôtures étanches entre les communautés, entre les civilisations. Aujourd'hui, on est dans un monde intriqué, on est dans des sociétés-mondes. Donc, j'essaie de parler avec l'être humain tout simplement, croyants et non-croyants en même temps, tout en mettant l'accent sur la foi musulmane qui permettrait aux musulmans de vivre avec l'autre dans sa différence, de sortir de l'ancien paradigme théologique médiéval qui se pensait dans une logique impériale et de domination. On n'est plus dans ce paradigme-là. On est dans un monde où... C'est ce que vous avez ressenti au début de vos études ? C'était votre approche, c'était votre philosophie ? Au départ, pour moi, l'islam était un bloc monomorphe. Il est fini. La religion musulmane est finie. C'est arrêté au Moyen-Âge, donc le droit canon classique, la théologie scolastique, pour moi c'était l'islam. Oui, mais c'était un islam. Aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge, et avec la maturité intellectuelle et théologique, je suis en train de sortir du mimétisme doctrinal pour pouvoir produire une théologie nouvelle qui répond aux exigences de notre époque. C'est important ce que vous dites là, parce que chaque imam n'a pas le même enseignement en fait. Dans toutes les mosquées de France, il n'y a pas le même islam enseigné. Mais ça dépend de l'envergure théologique de l'imam. L'imam, il peut être un grand théologien, comme il peut être un simple pasteur qui dirige les 5 prières. C'est comme vous dites, un prêtre. Il peut être un évêque, archevêque, un théologien. C'est la même chose chez nous. Il y a des imams, selon leur niveau intellectuel, eh bien, leur discours dépend de leur niveau intellectuel et théologique. Justement, à Bordeaux, on connaît l'esprit bordelais en général, la modération, l'école de Bordeaux. On dit également qu'à Bordeaux, vous avez développé une école de la modération, du respect de l'autre. Moi, je pense que toute religion doit refléter son contexte. Notre contexte bordelais est favorable à une pratique et une interprétation de modération, de sérénité. Notre région est favorable à cette interprétation. On n'est pas dans une tension sociétale, on n'est pas dans un conflit, etc. Ça nous permet vraiment, malgré l'approche médiatique qui met l'accent sur ce qui ne va pas, la réalité réelle à Bordeaux est assez paisible, favorable à une réforme de la pensée théologique et canonique de l'islam.
sérénité, calme. Cela vient en opposition avec l'islam que l'on peut aussi voir ailleurs, islam avec une contestataire, avec des revendications violentes que le grand public d'ailleurs évidemment a en tête. Est-ce que c'est difficile pour vous de lutter contre ça et de réussir à faire passer ce message de modération? Est-ce qu'il est entendu aujourd'hui? Je pense que la plupart des musulmans n'aspirent qu'à une vie paisible. C'est la majorité des musulmans qui vivent cet islam paisible. Sauf que l'effet de loupe médiatique fait que le minoritaire devient majoritaire. C'est une visibilité ressentie. La loupe médiatique peut-être, mais la violence également. Ça existe. Les victimes, oui. les attentats, le terrorisme. C'est vrai. Il y a cette violence qu'on ne peut pas occulter tellement elle est flagrante. Mais elle est symptomatique. Déjà, cette violence nuit à l'islam aujourd'hui? Il nuit à tout le monde. En premier lieu, les musulmans. Parce qu'il faut rappeler que le terrorisme a tué plus de musulmans que de non-musulmans au niveau statistique international. On voit les images du dernier attentat en France, c'était le 11 décembre 2018, il y a quelques semaines à Strasbourg. Ce genre d'événements extrêmement dramatiques, comment est-ce que vous les vivez? Comment est-ce que vous les ressentez? Quelles sont les conséquences sur votre quotidien? Nous, on travaille sur la théologie préventive, donc nous travaillons à la prévention. Et je pense qu'il y a une génération de jeunes musulmans complètement sacrifié, qui a dérapé, qui ne se reconnaît pas dans les valeurs de la République, dans les valeurs de l'islam et qui est dans la contestation et la violence. Ces mots sont forts. Pourquoi est-ce que ces jeunes ont dérapé? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont échappé en fait? Écoutez, on n'est pas une église catholique structurée. Il y a la communauté musulmane aujourd'hui est plus marquée par des appartenances identitaires que des appartenances spirituelles. Il y a beaucoup d'éléments politiques, identitaires, psychologiques qui entrent en jeu avec un vernis islamique en surface. En vérité, le malaise, il n'est pas dû à l'islam en tant que religion. Le malaise, il est vécu par une génération qui ne se reconnaît pas dans ce monde. Donc, il ne faut pas mélanger le symptôme avec l'étiologie du mal. L'étiologie est profonde dans l'anthropologie, dans la fragilité, la vulnérabilité d'une identité générationnelle qui n'est ni musulmane, ni française, ni arabe, ni marocaine. Il y a un trouble identitaire chez beaucoup de nos jeunes. Il faut que le produit islamique en matière théologique leur procure un certain équilibre. C'est ce que nous essayons de faire ici à Bordeaux. Mais est-ce que ces jeunes, ils viennent vous voir à la mosquée ou est-ce qu'ils s'informent autrement? Évidemment, les réseaux sociaux, Internet, ces éléments-là prennent beaucoup de place. Est-ce que vous arrivez, vous, à leur parler à ces jeunes? Ou est-ce qu'ils vous cherchent la violence, ce n'est pas chez moi qui va la trouver. Les gens cherchent ce qu'ils trouvent. Non, vous pourriez les apaiser si vous arriviez à les rencontrer. Ce n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de gens qui ont évité le pire grâce à un discours apaisé, etc. Donc un travail de prévention a été accompli notamment ici à Bordeaux depuis une trentaine d'années. Donc on parle des gens des ratés, mais on ne parle pas des gens qui ont été sauvés par le discours. C'est normal, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais il faut dire à nos concitoyens que beaucoup de musulmans, beaucoup de nos jeunes ont pu éviter le pire. Nous avons à Bordeaux plus de 1000 élèves dans nos écoles. On fait de la prévention, c'est une éducation civique par la religion. Est-ce que les nouvelles technologies, je reviens sur les réseaux sociaux par exemple, sont véritablement des dangers pour vous aujourd'hui? C'est des concurrents. Il y a du bien et du mauvais dans l'Internet. C'est un grand marché où il y a le mal comme il y a le bien. Sauf que les gens n'ont pas les moyens du discernement pour distinguer un discours théologique musulman authentique et un discours complètement erroné. Donc c'est comme celui qui veut étudier la physique, s'il n'a pas des éléments sur la discipline, il ne peut pas faire le discernement entre le compétent en matière physique et le charlatan. C'est le problème également dans l'islam. Il y a des théologiens, des pseudo-imams qui n'ont pas une formation théologique solide. Ce sont des prédicateurs avec beaucoup d'ignorance et qui diffusent de l'ignorance. Souvent, ce n'est pas une violence physique, mais c'est une violence théologique qui procure ou qui provoque une violence symbolique qui peut déboucher sur une violence physique. C'est pour cette raison que je parle d'une théologie préventive. Le discours, la pensée peut engendrer une violence. Donc il faut s'attaquer à cette violence à la racine, par une réforme sur le discours sur Dieu, sur l'autre,
sur l'être humain, sur la vie, sur la mort. On a besoin d'une réforme radicale de notre théologie. Comment est perçu votre message par les autres imams, justement? Votre message est-il perturbateur pour certains? Non, il est bien capté par les imams, parce qu'ils sont en attente d'un discours construit. Ce que nous faisons ici à Bordeaux, nous construisons une nouvelle école théologique qui est en phase avec l'époque. Laquelle époque est marquée par le transitoire et le provisoire. Comment donner aux musulmans un produit qui lui permet vraiment de traverser le désert existentiel et l'inattendu des trajectoires de la vie. Justement, vous rencontrez les fidèles tous les jours sur le terrain. Est-ce que les fidèles ont changé? Certainement, oui. En 30 ans, le musulman d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 30 ans. Quelle a été la transformation? C'est la technologie qui nous a transformés, le rapport au réel. Nos jeunes apprennent la religion plus par le biais du virtuel que par le biais de la médiation savante physique. C'est ça, c'est la technologie qui nous a modifié notre condition aujourd'hui. C'est-à-dire que le virtuel est devenu plus réel que le réel. Donc nous sommes obligés en tant qu'imam d'être présents dans les réseaux sociaux pour justement diffuser notre discours, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se contenter uniquement d'un discours dans la mosquée. Il y a une mosquée réelle, il y a une mosquée virtuelle. Il faut construire des mosquées virtuelles qui touchent un maximum possible de nos jeunes. L'islam aujourd'hui est parfois considéré comme une agression dans le pays. Vous ressentez ça? Vous comprenez ce message? Oui, je comprends très bien, et c'est la réalité. Toute visibilité de l'islam est perçue comme une agression, parce que c'est une visibilité qui n'est pas expliquée, qui n'est pas lisible et qui n'est pas intelligible. Donc une visibilité, une présence, une pratique d'une religion qui n'est pas expliquée, qui n'est pas accompagnée par un discours, elle peut être interprétée comme un défi, comme une agression. Le CAPRI, le centre de déradicalisation, a ouvert ses portes à Bordeaux il y a 3 ans. Nous sommes allés à la rencontre de ce centre afin de découvrir ses missions. Regardez ce reportage de Jean-Claude Lacoste. Le CAPRI a pour mission la prévention et l'action, un outil à vocation locale créé après les attentats de Paris pour les publics à risque, sans amalgame ni angélisme. La prévention, elle repose sur la diffusion d'un contre-discours sur Internet, sur la formation des agents de la jeunesse et toutes les personnes qui travaillent dans le champ social à repérer précocement les signes de radicalisation. Et ça repose aussi sur une intervention psychosociale pour sortir les jeunes d'un sentiment de victimisation qui est un facteur de radicalisation. Personnels politiques, religieux et experts médicaux ont échangé notamment sur le travail en amont auprès des familles. L'action auprès des familles est fondamentale. Le premier constat qu'on fait au travers des premiers cas, c'est que très souvent c'est les familles qui sont demandeuses, rarement l'adolescent lui-même. Et que souvent c'est via la famille, via les inquiétudes d'une famille qui voit son jeune s'extraire de la famille, s'extraire des amis, s'extraire de l'école, qu'on va pouvoir agir. L'action du centre de prévention passe aussi par la formation des imams, pouvant aborder des points de théologie préventive. Enfin, l'État devrait répartir des dotations départementales à hauteur de 6 millions d'euros pour financer les actions de prévention en France. 3 ans après l'ouverture de ce centre, quel bilan tirez-vous? Il faut poser la question aux responsables directs. Quelle est votre perception, en tous les cas, du fonctionnement de ce centre? La singularité de ce centre, c'est qu'il traite la radicalisation par le biais d'une interdisciplinarité. On convoque la psychologie, la pédagogie, la théologie également pour traiter ce genre de cas. Il y a des phénomènes de radicalisation qui n'en font pas partie parce que la radicalisation est un phénomène assez complexe, assez nouveau pour nous, même en tant que religieux, parce que les facteurs sont tellement nombreux qu'il est très difficile. Est-ce que vous détectez les jeunes qui se radicalisent, ou les moins jeunes d'ailleurs? Oui, vous savez, il y a une radicalisation qui est répandue en termes de discours, c'est-à-dire un discours de rupture, un discours identitaire. La première radicalisation commence par se radicaliser en termes d'identité par rapport à la culture dominante. Voilà, je me distingue pour me distinguer. C'est une opposition au monde, ce qu'on appelle antisystème. Il y a une maladie qui s'appelle antisystème, tout le monde veut être antisystème. Et les musulmans, nos jeunes, sont frappés par cet esprit d'antisystème. Ils ont trouvé dans l'islam, justement, cet antisystème. La première radicalisation commence par cette perception
de l'islam anti-système. Et ça peut basculer vers, bien sûr, une violence physique. On va voir quelques images. Le député de La République En Marche, Florent Boudier, qui est député de la circonscription de Libourne, en Gironde, a vu sa permanence taguée en début d'année. Il a été victime également de tags haineux comme « Bonne année islamo-collabo ». C'est extrêmement violent. Il a porté plainte d'ailleurs. Qu'est-ce que cette attitude reflète selon vous ? Écoutez, la peur de l'islam engendre ce type de dérapage. Les gens ont peur de l'islam, tout simplement. Bien sûr, il y a des racistes, mais il y a des gens qui ont peur de l'islam. Et cette peur, elle peut engendrer une violence contre les musulmans également. Florent Boudier, pour bien comprendre, Florent Boudier fait partie de la commission qui travaille actuellement à l'Assemblée nationale sur la réforme de l'islam en France. Faut-il y voir un lien, d'après vous ? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir les motivations profondes des gens qui ont commis cet acte, mais je pense que la violence, ce n'est pas la solution. Ce genre de comportement ne participe pas à l'apaisement, qui est une condition nécessaire pour résoudre les problèmes. Emmanuel Macron souhaite faire évoluer justement, je le disais dans le début de cette émission, faire évoluer la loi de 1905 sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. La loi de 1905 n'avait pas vu l'irruption de l'islam. L'islam aujourd'hui, c'est la deuxième religion en France, on est bien d'accord ? Oui. Faut-il donc faire évoluer cette loi de 1905 ? Est-ce que ça vous paraît important, utile, nécessaire ? La question qui se pose, c'est dans quel sens il faudrait la modifier. Pour l'instant, je n'ai pas un projet de changement de loi, donc je ne peux pas discuter quelque chose qui n'est pas encore proposé. La loi 1905 a été toilettée à peu près 50 fois, donc ce n'est pas la première fois. Là, on évoque une structuration, une restructuration de l'islam, et un regard également sur le financement de l'islam. Il faut prendre le temps nécessaire pour opérer de la sorte, parce que c'est un sujet qui est très sensible, qui touche également les autres religions, le catholicisme notamment. Donc toucher à la loi 1905, c'est toucher également aux autres religions. Donc de quelle manière ? Donc c'est un équilibre très fragile à établir. On veut aider l'islam à s'installer, mais il ne faut pas que ça se fasse à n'importe quel prix. D'abord, il faut préparer une institution représentative très solide pour pouvoir accompagner ce changement de loi. Il faut une structure capable d'être l'interlocuteur de l'État, c'est ce que vous voulez dire ? Qui pourrait prendre quelle forme ? Voilà, il faut inventer une institution religieuse musulmane qui est digne de ce nom. Pour l'instant, il y a le CFCM qu'il faudrait faire évoluer pour pouvoir répondre à ce défi. L'islam est devenu une religion problématique pour la République, pour nos concitoyens. Aujourd'hui, il faut une visibilité d'une institution qui dit la parole religieuse musulmane en France. Aujourd'hui, tout le monde parle au nom de l'islam, mais quand même, on n'est pas dans l'Église catholique, mais on a quand même des références religieuses. Il faut les rendre visibles pour nos concitoyens, mais également visible pour nos coreligionnaires musulmans. L'évolution de cette loi, éventuellement, c'est aussi surveiller l'apport des fonds. Est-ce que les fonds, le financement de l'islam en France, est-ce qu'il y a des fonds qui arrivent de l'étranger aujourd'hui ? Oui, bien sûr, il y a un financement étranger. Est-ce que c'est un problème ? Non, le vrai problème, c'est le discours. Parce que, généralement, les pays d'origine n'ont pas intérêt à financer des mosquées radicales. Ce n'est pas dans leur intérêt, ni politique, ni économique, ni rien du tout. Le visage du radicalisme ne se trouve pas à ce niveau-là. On peut être totalement financièrement indépendant et avoir dans sa mosquée un imam qui est radical. Donc la radicalité n'est pas proportionnelle à la masse de l'argent qui vient de l'extérieur. On entend parfois ce message, il faut adapter l'islam à la mentalité française. Ça veut dire quoi ? Écoutez, l'islam doit s'adapter non seulement au droit français, ça c'est évident, mais doit prendre en considération la culture qui est plus normative que le droit. C'est ce que j'appelle l'éthique de l'altérité. Et je dois prendre en considération la perception de l'autre. Parce que tout comportement, même légitime, même légal, il peut provoquer un déséquilibre laïque dans la société. Donc il faut passer de l'adaptation de l'islam au droit à ce que j'appelle la théologie d'acculturation. Ça ne veut pas dire devenir totalement invisible, mais il faudrait prendre en considération ce thermomètre sociétal qui nous indique que la société a peur de l'islam. Donc moi, en tant que théologien, je ne peux pas faire fi de ce sentiment d'agression dont souffrent beaucoup de nos concitoyens, et souvent à tort. Nous arrivons au terme de cette émission. Un mot sur
le conflit qui anime la France depuis quelques semaines, le conflit des Gilets jaunes. Quel est votre regard sur ce mouvement, vous, étant donné votre fonction de grand imam de Bordeaux? En tant que citoyen, je vais vous livrer ma vision en tant que citoyen. C'est le produit des inégalités sociales. Il y a une injustice sociale qui se répercute négativement sur les plus vulnérables. Donc la violence symbolique, il peut malheureusement aboutir à des violences physiques, comme on l'a vu, mais la violence physique ne résout pas le problème. C'est un problème institutionnel. Je pense que la République, il doit, même si on n'a pas besoin de changer la République, mais on peut changer ses institutions parce qu'ils ne correspondent plus à la nouvelle configuration, la nouvelle configuration de notre société. C'est-à-dire, vous pensez à quoi? Changer les institutions? Le système de démocratie, de délibération, d'intégrer plus de citoyens dans la décision. La démocratie par le bas, parce que contrairement au modèle anglo-saxon, nous avons une démocratie par le haut. C'est-à-dire, ceux qui proposent les lois, c'est l'exécutif, généralement. Or, on a besoin quand même des propositions de loi de changement par le bas. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre les institutions et l'aspiration démocratique par le bas. En 15 secondes, selon vous, comment est-ce que l'on sort de ce conflit? D'abord, l'apaisement comme une condition nécessaire pour un dialogue, et parce que le problème est très profond. Il ne s'agit pas de changer un gouvernement pour changer le problème. Nous avons besoin d'une réforme radicale qui nécessite un temps long et un débat profond. Tarek Oubrou, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en Politique. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée. Excellent après-midi.